Il est 8h15, Sébastien Chenu, l'invité d'Audrey Crespo-Mara ce matin. Bonjour à tous, bonjour Sébastien Chenu. Bonjour. Député du Nord, désormais porte-parole du Front National. Vous êtes le nouveau visage mis en avant par Marine Le Pen. En gros, c'est bye bye Florent Philippot, welcome Sébastien Chenu, c'est ça? Non, je ne remplace personne. Vous-même, vous ne remplacez personne. Porte-parole du FN. Vous êtes vous-même. Je suis l'un des porte-paroles du Front National. Nous sommes trois, Jordan Bardella, Julien Sanchez également. Il faut faire monter des nouvelles têtes au front. Alors, les ressemblances sont troublantes avec Florent Philippot quand même. Jeune, plutôt de droite que d'extrême droite. Homosexuel, vous avez fondé Guélib. Et tête pensante de Marine Le Pen, vous êtes le clone de Florent Philippot, non? Non, nous avons des parcours très différents. Nous sommes très différents. Florent Philippot vient de la gauche, je viens de la droite. Il est haut fonctionnaire, je ne le suis pas. J'ai une expérience de cabinet ministériel, il ne l'a pas. J'ai une expérience surtout d'élu local. Je suis élu dans un territoire du Nord. Florian n'avait pas réussi à se faire élire. Donc en réalité, nous sommes très très différents. Bon, alors faisons connaissance, car vous avez un étonnant parcours. On va le voir, vous allez nous dire si tout ça est vrai. Première carte politique, à l'âge de 15 ans, au Parti républicain. Alors c'est Longuet, Léotard. Vous vous réclamez de Michel Poniatowski, le bras droit de Giscard. En 2001, vous créez l'association Guélib dans le but de défendre les droits des personnes homosexuelles au sein de Démocratie libérale, c'est à de la Madeleine, et puis de l'UMP. En 2005, vous êtes chef de cabinet de Christine Lagarde, ministre du Commerce extérieur de Dominique de Villepin. Puis alors là, faut suivre. En 2014, à l'ordre des municipales, déçu que NKM ne vous attribue pas la tête de liste UMP dans le 2e arrondissement de Paris, vous vous seriez rapproché de l'équipe d'Anne Hidalgo. Puis en novembre 2014, vous apportez votre soutien à la candidature de Bruno Le Maire pour le congrès de l'UMP, avant que Gilbert Collard ne vous présente Marine Le Pen et que vous rejoigniez le Front National. Est-ce que vous-même, parfois, vous avez du mal à vous suivre? Non, pas du tout, parce que par exemple, moi j'ai toujours été eurosceptique, voyez-vous. La première fois que j'ai voté de ma vie, c'était contre Maastricht. Et j'ai voté régulièrement contre tous les traités européens. Et pour les candidats les plus eurosceptiques aux élections. Et c'est le fil rouge de mon engagement. Tous les autres ont trahi cette idée-là, qui était portée d'ailleurs, ça me fait plaisir de revoir l'image de Michel Poniatowski, qui était portée par Michel Poniatowski, l'Europe des nations. Mais quand on dit que vous étiez à l'UMP, que vous avez failli rejoindre Anne Hidalgo et que finalement vous avez rejoint le FN, c'est une affaire de conviction, d'opportunité? Non, mais je connais ce procès en opportunisme, mais en général, on le fait à ceux qui ont réussi quelque chose. L'UMP a oublié, trahi tous ses engagements. Et c'était le sens de mon engagement de l'âge de 15 ans jusqu'à mes 40 ans. Je suis resté dans cette même famille politique jusqu'à m'apercevoir, un peu tard, il faut bien dire, et peut-être par manque de courage aussi, que l'UMP avait trahi tous ses engagements et tous ses électeurs. Mais de là à aller vers Anne Hidalgo? Ah non, je souhaitais battre Nathalie Kosciusko-Morizet à Paris. Je pense que Nathalie Kosciusko-Morizet était la pire des candidates à Paris. Ah carrément? Pourquoi? Oui, je pense que Nathalie Kosciusko-Morizet, au-delà de la faiblesse et de la vacuité de ses idées, était politiquement probablement ce qu'on fait de pire, c'est-à-dire non seulement un animal à sang-froid, mais sans beaucoup de conviction. Oula, elle est rhabillée pour l'hiver. Votre aliment... tout ça est du passé. Oui, votre aliment au Front National a fait à l'époque couler beaucoup d'encre. Et vous avez dit l'UMP est devenu le Tea Party à la française. Ils sont beaucoup plus conservateurs que le FN. En moins conservateur, il y avait Emmanuel Macron aussi. Que Bruno Le Maire, que vous aviez soutenu, a rejoint d'ailleurs. Non, je crois qu'effectivement, le Front National est un parti qui n'est pas conservateur dans le sens où il veut changer les choses. Il veut véritablement infléchir le tournant, l'histoire que vivent les Français et qui est menée depuis des années par des gouvernements absolument interchangeables. Or, les autres partis politiques n'ont que seul intérêt de conserver les modèles, conserver leurs intérêts, conserver les acquis. Le Front National veut changer profondément les choses et Marine Le Pen est en cela quelqu'un qui a un côté révolutionnaire. Et pourquoi pas Emmanuel Macron? Révolutionnaire aussi dans son genre. Mais parce qu'Emmanuel Macron, c'est l'ultralibéralisme et c'est la soumission à l'Union européenne. Emmanuel Macron pense qu'avec moins de France et plus d'Europe, on résoudra les problèmes. Moi, je pense l'inverse. Je pense qu'avec plus de nations, plus de protection, plus de capacité à conquérir le monde à travers l'idée de nation, eh bien, on pourra résoudre les problèmes des Français. Vous voyez, c'est l'opposé absolu. Alors, vous qui êtes député, vous aurez bientôt à voter pour ou contre le projet de loi immigration du gouvernement qui, selon Gérard Collomb, allie humanité et fermeté. Vous allez voter contre parce que c'est Macron ou voter pour parce qu'au fond, ça va dans le sens que vous souhaitez? Ça ne va pas dans le sens que nous souhaitons. Et c'est bien là le problème. Non. D'ailleurs, la présidente de la commission des lois, une élue de En Marche, a dit chez vous-même hier, il n'y aura rien sur les fondements du droit d'asile, il n'y aura rien sur la capacité à empêcher des régularisations massives, donc en réalité il n'y aura rien, ça ne va pas changer. C'est un rideau de fumée, c'est une espèce de comédie, mais on commence à être habitué avec ce gouvernement qui communique beaucoup, et puis à la sortie on nous annonce des réformes incroyables, et à la sortie... D'accélérer les procédures, d'expulser plus rapidement, mais ça on n'y croit pas du tout, puisqu'il n'y a pas de moyens derrière pour le faire. Donc à la sortie, rien n'aura changé. On entre, tout le monde entre en France, et personne ne sort. Résultat des politiques Macron, je vous donne deux chiffres. Les expulsions, c'est plus 14% en 2017,
Plus 14% en 2017, c'est Gérard Collomb qui donne le chiffre. Non, c'était les chiffres qui étaient liés au mandat précédent. C'est-à-dire que Gérard Collomb, en fait, vend le bilan du mandat précédent, c'est-à-dire d'une année électorale. Donc, on verra quels sont les chiffres du gouvernement Macron. Le gouvernement Macron est installé depuis 6 mois et non pas depuis 1 an. Et puis, on pourra juger. Mais surtout, plus 17, c'est l'augmentation du droit d'asile. Plus 17%. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le droit d'asile dans notre pays augmente, notamment avec des gens qui viennent de pays qui ne sont pas des pays en guerre, mais simplement des immigrés économiques. Je pense à l'Albanie, première source de migration dans notre pays. En Albanie, on n'est pas en guerre, c'est même un pays sûr. La France l'a déclaré comme étant un pays sûr. Mais il faut arrêter avec ça. Au cœur des débats, il y a la circulaire Collomb qui crispe la majorité. Il s'agit de permettre à des agents d'aller dans les centres d'hébergement d'urgence et de faire le tri entre des migrants éligibles au droit d'asile et ceux qui sont expulsables. Le socialiste Julien Drey dit redouter des rafles. Vous trouvez que ça va dans le bon sens, j'imagine? Lui, il a obtenu la palme de la bêtise, je veux dire, Julien Drey, en disant cela. Enfin, qu'est-ce que c'est que cette histoire de parler de rafles? Ce sont des contrôles administratifs, largement insuffisants. On le sait très bien, c'est pas ça qui va régler et qui va tarir la source. Il faut arrêter que la France soit perçue comme une pompe aspirante. Il faut mettre des frontières. Enfin, on est très loin de ce qu'il faudrait faire. Mais lui, Julien Drey, effectivement, il a raflé la palme de la bêtise. Oui. Emmanuel Macron défendra sa politique demain à Calais. Il entend corriger les accords du Touquet qui avaient été négociés en 2003 par Nicolas Sarkozy. Ils entraînent le déplacement de la frontière franco-anglaise sur le territoire français et le blocage des migrants à Calais. Est-ce que vous aussi, vous entendriez corriger les accords du Touquet ou carrément les supprimer? Non, vous savez, c'est une vraie erreur, je crois, d'analyse que de dire que tout repose sur les accords du Touquet. Ils ont été évidemment mal gérés par Nicolas Sarkozy et ses amis les Républicains, mal installés, mais ces accords du Touquet, à vouloir s'en séparer, qu'est-ce que ça aurait comme conséquence? Eh bien, le fait que la France enverrait une image que Calais est un lieu de passage possible pour aller vers l'Angleterre. Donc on pourrait réouvrir les vannes en réalité. Attention à ne pas... Donc vous êtes d'accord avec le gouvernement, corriger les accords de Calais, non pas les supprimer? Non, moi je pense qu'il faut aller beaucoup plus loin. Il faut sortir de Schengen et il faut mettre des frontières nationales. Tant que vous ne gérez pas la problématique migratoire à travers celle de la gestion des frontières nationales, eh bien vous ne résolvez pas les problèmes. Nous vendre que la suppression ou la correction des accords du Touquet est la panacée montre bien que ce gouvernement est à la fois naïf mais en incapacité totale de protéger les Français. Blocage aussi dans les prisons ce lundi après l'agression jeudi dernier de surveillants à Vendin-le-Vieil dans le Pas-de-Calais par un détenu islamiste. Marine Le Pen s'y est rendue et leur a dit « La loi ne permet pas aujourd'hui d'appliquer les mesures qui vous protègent ». Quelle loi vous proposez en remplacement? Oh, écoutez, il y a tout un dispositif, une série de dispositifs possibles. D'abord, dans ces prisons, et Marine Le Pen, vous l'avez signalé, s'est rendue bien avant le garde des Sceaux d'ailleurs, à Vendin-le-Vieil. Non, c'est pas une course, c'est que nous avons toujours défendu le personnel pénitentiaire parce que nous connaissons l'indignité dans laquelle le personnel pénitentiaire est tenu. Il travaille dans des conditions difficiles. J'ai moi-même visité vendredi le centre pénitentiaire de Maubeuge. Qu'est-ce que vous feriez contre ça, contre ces conditions de travail? Eh bien, il faut d'abord augmenter le nombre de places de prison. 40 000, c'était notre proposition pendant les présidentielles. Je note que sur 10 ans, la proposition d'Emmanuel Macron est d'augmenter les places de prison de 15 000 sur 10 ans. Tout ça ne correspond pas aux besoins. Et puis derrière, il y a la capacité à pouvoir protéger davantage le corps de pénitentiaire, peut-être d'ailleurs le faire passer sous le joug du ministère de l'Intérieur et non pas du ministère de la Justice, séparer les détenus islamistes des autres. Alors comment vous faites justement? Est-ce que vous prévoyez des établissements spécifiques type Guantanamo en Écoutez, France? Non, mais des isolements. Moi, j'ai visité ce centre pénitentiaire dans lequel des détenus islamistes sont isolés. J'en ai rencontré moi-même, sont isolés des autres prisonniers parce qu'ils font du prosélytisme à l'intérieur de la prison. Donc il faut plus de place, bien entendu, pour permettre ces isolements. Et c'est toute la mesure qu'il faut prendre de cette problématique, c'est-à-dire construire des places de prison. Et puis de l'autre côté, que la justice soit évidemment beaucoup moins laxiste. On a une justice très laxiste et les surveillants pénitentiaires le ressentent. Ils sentent bien qu'ils voient passer tous les 3 mois, 6 mois, etc. Les mêmes individus, un peu comme les policiers. Donc on ne peut pas régler les problèmes si on ne règle pas l'ensemble des dispositifs de la chaîne. C'est à nouveau à la une ce matin. Le manifeste des 100 réveille la guerre des féminismes. On va voir les unes du Figaro et de Libération. Est-ce que vous vous sentez plus proche de Catherine Deneuve ou de Caroline de Haas dans cette guerre des féminismes? Écoutez, sincèrement, d'aucune des deux. Je vais laisser ces dames un peu bourgeoises se crêper le chignon pour parler des vraies victimes des viols. Là, moi, je ne parle pas des victimes, des gens qui peuvent être victimes d'une drague un peu ostentatoire, etc. Moi, je ne suis pas pour une société aseptisée. Je trouve ça dramatique que se retrouver à deux dans un ascenseur
amène l'un des deux à se retrouver gêné, de ne pas pouvoir regarder l'autre personne en face sous prétexte d'être poursuivi. Donc ce n'est pas ça le problème. 23 000 dépôts de plainte pour viol l'année dernière. Donc ce ne sont pas simplement c'est pas de la drague, c'est pas des propos déplacés, ce sont des gens qui souffrent. Parlons des victimes. La justice est assez défaillante, l'accueil et le suivi des victimes est assez défaillante. Eh bien, nous serons là, nous serons au rendez-vous parce que les viols et les agressions sexuelles caractérisés sont de vrais problèmes dans notre pays. Ils sont en hausse constante. Et ces dames qui, dans Libération, Mme de Haas ou Mme de Neuve, se crêpent le chignon, sont, à mon avis, assez loin de la réalité auquel se trouvent. Dans le cinéma, ils n'ont pas été exemples d'agression non plus. Hein, on l'a vu ces derniers mois. Non, mais d'accord, mais ouais. Je veux dire, là, ces propos visent un peu, ces polémiques, à masquer la réalité. On ne parle plus de la réalité. Les viols, les agressions sexuelles, donc, le gouvernement des gens qui sont a raison agressés. De s'en emparer, a raison de s'emparer de ce problème. Bien sûr qu'il faut s'emparer de ce problème. Alors, il y a une affaire de harcèlement sexuel au Front National. Bruno Bilde, élu du Pas-de-Calais, donc député, est accusé par plusieurs assistants parlementaires de harcèlement sexuel. C'est une enquête qu'on peut trouver dans Libération ce matin. Il s'agit de 3 témoignages, je vous en lis un extrait. Donc c'est Bruno Bilde qui aurait dit ça à l'un des assistants parlementaires. Ça te fait vraiment un beau cul ce jean, on aimerait bien le prendre en main quand il ne le touche pas. J'aimerais bien que tu viennes ce soir. Il le faisait avec tous les jeunes hommes, c'était connu et personne ne disait rien. Pourquoi ? Parce que c'est le proche de Marine Le Pen. Si vous avez le malheur de l'ouvrir, vous risquez de perdre votre place, alors vous baissez la tête, vous fermez les yeux, vous faites comme si de rien n'était. On sait que cette personne est hiérarchiquement au-dessus, qu'il est très proche de la patronne. Vous les avez entendus, ces témoignages-là ? Non, je les conteste formellement. Il n'y a aucune plainte déposée contre ce député du Front National. Il y a de la crainte aussi, et je crois que malheureusement, nous serons amenés à déposer nous-mêmes des plaintes contre tous ceux qui feront vivre ce type de diffamation contre ce parlementaire. Vous entendez-vous porter plainte ? Bien sûr, et le député en question portera plainte car c'est de la diffamation. Ceci ne repose sur rien. Les personnes que vous citez n'ont pas déposé plainte. C'est un règlement de compte politique derrière tout cela. Et nous poursuivrons celles et ceux qui jouent avec cela. Vous voyez, qu'est-ce que vous entendez par règlement de compte politique ? C'est-à-dire qu'il y a des gens qui veulent régler un compte avec ce parlementaire et qui ont profité de l'actualité pour se faire passer pour des victimes. C'est très grave. Vous ne les entendez même pas, vous n'essayez même pas de savoir. Non, mais parce que nous contestons complètement cela. Ce sont des gens qui sont excessifs dans leurs propos, évidemment, c'est le moins qu'on puisse dire, mais qui, derrière ça, ont d'autres desseins, ceux de salir la réputation de gens qui sont évidemment proches de Marine Le Pen. Ceci n'est pas acceptable, nous les poursuivrons. Est-ce que c'est parce que, par principe, quand c'est dans votre propre parti, vous préférez étouffer l'affaire ? Oh non, vous savez, nous, dans notre parti, quand il y a un problème, on passe directement à la commission des conflits et Marine Le Pen... l'exclusion. D'abord par la commission des conflits. Marine Le Pen est assez intransigeante sur les comportements des uns et des autres. Mais en revanche, nous considérons que non seulement ce n'est même pas la présomption d'innocence, parce qu'il n'y a pas de plainte, je vous le rappelle. C'est un ragot, un tissu de ragot. Donc, circuler, il n'y a rien à voir, en fait. Hein, c'est un peu ça, oui. C'est un peu léger, non ? Non, c'est pas léger. Et je trouve que ce qui est léger, c'est le comportement du journal Libération. Alors parlons du Front National, dont vous êtes aujourd'hui le porte-parole. Marine Le Pen va faire le grand ménage de printemps. Votre congrès aura lieu le 10 et 11 mars. Elle veut changer l'organisation et le nom du parti. Envisagez-vous toujours pour les européennes de vous allier à un partenaire tel que Nicolas Dupont-Aignan, qui pourrait par exemple prendre la tête de la liste du FN aux européennes, puisque Marine Le Pen ne veut pas la prendre ? Écoutez, il y a 3 scénarios possibles. Ou Marine Le Pen est candidate elle-même, elle a dit qu'elle ne le souhaitait pas, d'une liste Front National, ou nous travaillons avec un ou des partenaires. Nicolas Dupont-Aignan peut être un partenaire, mais il y en a d'autres possibles, et auquel cas nous déciderons ensemble de qui mènera la liste. C'est un peu la fin de l'histoire, la tête de liste. Ou alors, nous faisons une liste Front National, mais nous pouvons la faire mener par quelqu'un de la maison ou tout simplement une personne venue de l'extérieur qui partage notre analyse de ce combat contre l'Union européenne, parce que je vous le rappelle... Ce serait votre préférence, que ce soit quelqu'un d'extérieur au parti ? Vous, écoutez, je crois que ce serait intéressant de pouvoir faire venir quelqu'un de la société civile qui vient dans la liste. Je vous rappelle que nous sommes les seuls à nous opposer à l'Union européenne. Il y a les soumis, les républicains, il y a les acquis, Emmanuel Macron, il y a les ambigus chez Mélenchon. Donc nous sommes les seuls à nous opposer à l'Union européenne et je crois que notre analyse est partagée par beaucoup. Nicolas Dupont-Aignan, vous êtes toujours en discussion ? Oui, et puis Nicolas Dupont-Aignan est patron d'un parti politique, on discute, on verra si des choses aboutissent, avec plaisir. Tous les matins, je pose une question récurrente, la question off, mais devant la caméra. C'est off, hein, entre nous. Vous savez que le risque d'être placé par Marine Le Pen sous le feu des projecteurs, c'est de devenir, vous aussi, le fusible en cas de problème. Qui sautera ?
Écoutez, moi je suis un bon soldat. Je me suis engagé au service d'idées et au service d'une femme qui est Marine Le Pen parce qu'elle a une vision pour notre pays et parce qu'elle met la défense de l'intérêt général et de la France et des Français au-dessus de tout. Elle fera donc exactement ce qu'elle veut de moi. Mon but n'est pas de poursuivre une carrière, c'est de rendre service et être au service d'une femme pour laquelle j'ai de l'admiration et je pense que pour l'instant tout se passe bien. C'est ce que disait Florian Philippot peu de temps avant son exclusion. Oui, mais mot pour mot. Non, mais peut-être, mais je crois que Florian Philippot a fait des choix de carrière personnelle. Il faut savoir résister à la lumière médiatique. Il faut savoir se blinder sur ça. Et puis surtout, le raccrochement au terrain. Moi, je suis élu de Denain, dans le Nord, d'une circonscription difficile. Vous protège beaucoup de tout cela. Vous protège de la grosse tête, en réalité. Il l'avait prise. Un peu, non? Merci beaucoup. Merci à vous. La suite de la matinale avec Pascal.